Bonjour à tous, bienvenue pour cette restitution du baromètre du mécénat d'entreprise en Hauts-de-France. Donc, je suis Marion Baudin, je suis responsable de la promotion du mécénat et du développement régional pour Admical. On est ravis d'être avec vous ce matin pour vous présenter les grandes tendances du mécénat en France et faire un focus sur l'engagement sociétal des entreprises dans la région Hauts-de-France. On va commencer par vous présenter les chiffres du baromètre du mécénat en France, puisqu'Admical, tous les 2 ans, publie un baromètre du mécénat pour étudier les grandes tendances du mécénat en France. On fera aussi un focus sur votre région en Hauts-de-France. Et puis, on passera la parole à Claire Operto du Pro Bono Lab, qui nous parlera aussi du qu'est-ce que c'est le Pro Bono et qu'est-ce que c'est dans le Pro Bono le mécénat de compétences et quelles sont un peu les grandes tendances du mécénat de compétences en Hauts-de-France. Et puis ensuite, on a prévu de donner la parole à des personnes de votre territoire qui font du mécénat ou qui sont engagées, et notamment plusieurs chefs d'entreprise localement qui pourront vous donner des exemples de mécénat. Et puis évidemment, vous l'avez vu, vos micros sont coupés, mais vous pouvez intervenir dans le chat, nous poser des questions qu'on posera aussi à la fin aux intervenants. Et puis voilà, donc on pourra faire un petit temps d'échange. Malheureusement, on est désolé qu'on ne puisse pas se voir en vrai. On a été obligé de faire toutes ces restitutions du baromètre en visio. Voilà, alors là, Admical, peut-être en 2 mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est donc une association reconnue d'utilité publique qui existe depuis plus de 40 ans. On a 2 grandes missions. La première mission, c'est de donner l'envie à des nouveaux chefs d'entreprise de se lancer dans le mécénat. Donc pour ça, on fait beaucoup d'événements, de sensibilisation, comme celui d'aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent aussi du temps du Tour de France des mécènes, puisqu'on était passé aussi à Lille, à l'Institut Pasteur en 2017 pour partir à la rencontre des personnes en région et notamment des chefs d'entreprise, leur donner l'envie de se lancer dans le mécénat. Il y a aussi notre site internet, admical.org, qui est un centre de ressources où il y a beaucoup d'informations en open source. Et puis donc notre deuxième mission, une fois qu'on a donné l'envie, c'est de donner les moyens. Et donc pour donner les moyens, on fait beaucoup de formations, on fait du conseil juridique, on est tout un réseau d'adhérents, on fait donc des événements, de la mise en relation. Et puis, on a une troisième mission qui sous-tend les 2 premières, c'est vraiment une mission de représentation du secteur du mécénat auprès des pouvoirs publics et de défense aussi du cadre fiscal, du cadre législatif pour que le mécénat puisse continuer à exister. Alors, pour vous dire, pendant longtemps, Admical a été assez parisien, mais on a vraiment une conviction forte, c'est que l'avenir du mécénat, il est vraiment dans les régions aujourd'hui. Puisqu'on le sent, ça se développe évidemment beaucoup, notamment auprès de petites et moyennes entreprises qui nous montrent que donc, le mécénat, ce n'est pas du tout réservé aux grandes entreprises, on le verra tout à l'heure. Et donc, on a développé aussi tout un réseau de délégués régionaux dont Julie Mayer et Katia Didisco font partie. Et donc, je les remercie tout particulièrement. Elles animeront tout à l'heure la table ronde. Et donc, elles sont nos représentantes en Hauts-de-France et je les remercie tout particulièrement pour l'organisation de cet événement et pour leur engagement dans la région Hauts-de-France pour faire connaître et pour développer le mécénat. Voilà un peu, écoutez, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Valentine qui va vous présenter les grands chiffres du mécénat en France aujourd'hui. Alors, merci Marion, bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter donc notre dernier baromètre du mécénat d'entreprise en France. Donc, c'est une étude que nous réalisons tous les 2 ans depuis maintenant 15 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats en 2 grandes parties. Premièrement, les résultats au niveau national et ensuite un focus sur votre région Hauts-de-France. Donc, premièrement, en ce qui concerne la méthodologie de l'étude, elle repose sur 2 sources d'informations. Donc, les chiffres de l'impôt sur les sociétés produits par le ministère de l'Économie et des Finances qui nous permettent de connaître le nombre d'entreprises qui ont déclaré des dons à l'administration fiscale. Donc, les données analysées sont celles de 2018. Et deuxièmement, une étude téléphonique et online réalisée par l'Institut de sondage IFOP auprès de 1414 entreprises. Donc, en ce qui concerne l'enquête principale, la bonne nouvelle, c'est que 2018 est une année qui confirme le développement du mécénat. Donc, on a 96 000 entreprises mécènes et un montant total de 2 milliards d'euros de dons. Donc, on sait tous que toutes les entreprises qui réalisent du mécénat ne déclarent pas forcément leurs dons à l'administration fiscale. Donc, ainsi, Admical a rehaussé un peu ces chiffres et estime que le taux d'entreprise mécène en France est de 9%, pour un montant global de dons compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros.
Donc, si on regarde plus précisément les profils des mécènes, donc comme vous le voyez sur cette slide, on peut voir sur le graphique de gauche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les grandes entreprises ne pèsent que pour 0,3% des entreprises mécènes en France, mais représentent 53% du budget global du mécénat. Les ETI représentent 4% des mécènes pour une part budgétaire de 23%, et on retrouve ensuite les PME et les TPE qui représentent 96% des entreprises mécènes en France pour une part budgétaire de 18,5%. Donc, juste en dessous, vous avez les dons moyens qui nous permettent de connaître un peu le don par taille d'entreprise. Donc, une TPE a un don médian de 800 €, une PME de 4 000 €, une ETI de 42 000 € et une grande entreprise de 850 000 €. Donc, ensuite, il est intéressant de se pencher sur le taux de mécénat par taille d'entreprise. Donc, on peut voir sur cette slide que 3,3% des TPE, donc qui sont les MIC, déclarent leurs dons, 22% des PME, presque 50% des ETI et une grande majorité, c'est-à-dire 82% des grandes entreprises, déclarent leurs dons. Donc, cette slide confirme le net développement du mécénat et on peut espérer que ces chiffres ne vont cesser d'augmenter. Et on voit qu'ils sont bien meilleurs que l'étude précédente de 2016. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus précisément aux pratiques du mécénat d'entreprise. Donc tout d'abord, quels sont les principaux domaines soutenus par les mécènes? On retrouve toujours le social à 22%, la culture et le patrimoine à 18% et l'éducation qui sont les 3 domaines prioritaires. Et ensuite, on retrouve le sport, la santé qui va peut-être augmenter dans notre prochain baromètre au vu de la pandémie mondiale, l'environnement et la biodiversité, la solidarité internationale, la recherche et l'enseignement supérieur, et enfin l'expression et la défense des droits. Donc, ensuite, on peut se demander comment ces entreprises s'engagent en matière de mécénat. Donc, la plus grande partie d'entre elles choisissent le mécénat financier. On a sur cette slide la part des budgets dans le budget des différentes formes de mécénat. Donc, on peut voir que le mécénat financier pèse pour 78% et le mécénat de compétences et le mécénat en nature pour plus de 20%. Donc, 93% des entreprises pratiquent le mécénat financier, 31% le mécénat de compétences et 32% le mécénat en nature. Donc maintenant, on peut voir que la plupart des mécènes, et ça va vous intéresser, choisissent d'agir au niveau local à 80%, à 32% au niveau national et à 11% au niveau international. Donc maintenant, si on regarde la motivation des mécènes, la première est de pouvoir contribuer à l'intérêt général. Ensuite vient la question de l'incarnation des valeurs de l'entreprise, puis le soutien à l'innovation sociale. Dans les autres motivations qui sont régulièrement citées, il y a la question de l'ancrage territorial, la question de la réponse aux enjeux RH de l'entreprise, donc mobiliser ses collaborateurs, créer une cohésion d'équipe. Et puis enfin, on peut penser à la question de valorisation de l'image de l'entreprise ou le développement de nouvelles relations avec ses partenaires. Donc, pour conclure sur cette partie sur les chiffres nationaux, on peut émettre 3 grandes tendances. Donc, la première tendance est de dire que l'approche collective du mécénat est de plus en plus choisie par les mécènes. Donc, celle-ci nécessite une certaine ingénierie partenariale dans sa structuration. Ça demande du temps et des compétences qui ne sont pas toujours là. Donc, il y a une grande marge de manœuvre sur ce côté-là. Et on sait que les grandes entreprises choisissent ce mode d'action collectif à 51% d'entre elles. Et on remarque que les PME privilégient cette approche pour une approche territoriale pour renforcer les liens avec les autres mécènes et répondre aux besoins locaux. Donc, dans votre région, il y a de beaux exemples de mécénat collectif, notamment avec la Fondation des Possibles, la Fondation de Lille ou encore la Fondation du Nord qui est à l'initiative du département du Nord. Ensuite, le deuxième point, c'est par rapport à la réforme fiscale du mécénat du mois de décembre 2019. Donc celle-ci, on peut la résumer en 2 grands points. Premièrement, c'est une mesure qui limite les avantages fiscaux des grandes entreprises avec la baisse du taux de réduction d'impôt de 60% à 40% au-delà de 2 millions d'euros de dons. Et ensuite, c'est une mesure qui vise à favoriser le mécénat des petites entreprises avec un plafond alternatif à 20 000 € qui permet de dépasser le plafond des 0,5% du chiffre d'affaires.
Donc ensuite, on peut s'interroger sur l'avenir du mécénat par rapport à la crise Covid. Donc on sait que la crise a bouleversé l'engagement des entreprises mécènes. Certaines d'entre elles ont découvert le mécénat par ce biais-là, et d'autres se sont un peu plus repliées sur elles-mêmes en raison de leurs difficultés financières. On peut tout de même être optimiste, puisque pour 82% des entreprises mécènes, le budget mécénat va rester stable, voire même augmenter. Donc l'inquiétude se situe surtout au niveau des PME. Donc maintenant, on va se pencher sur votre région Hauts-de-France. Donc premièrement, l'ex-région Nord-Pas-de-Calais. Donc l'ex-région Nord-Pas-de-Calais enregistre 3031 entreprises mécènes pour un montant total de dons de 144 millions d'euros et un don moyen à 47 000 euros. Donc 3,6% des entreprises en Nord-Pas-de-Calais sont mécènes et on peut voir sur le graphique que cela n'a pas cessé de progresser. En effet, le nombre d'entreprises a été multiplié par 3,4 et le montant des dons par 3,3 depuis 2010. Ensuite, si on se penche maintenant sur la Picardie, on observe qu'elle enregistre 1380 entreprises mécènes pour un montant total de dons déclarés à plus de 12 millions d'euros de dons, 12 millions d'euros et un don moyen de 8 000 euros. Ce sont des chiffres qui sont certes moins importants qu'en Nord-Pas-de-Calais, mais on observe tout de même que 3,7% des entreprises en Picardie sont mécènes. Et ici aussi, c'est une tendance qui n'a pas cessé de progresser, puisqu'on peut voir sur le graphique que le nombre d'entreprises ayant déclaré des dons a été multiplié par 3,4 et le montant des dons déclarés par 4,8. Donc, si on compare maintenant ces chiffres par rapport aux entreprises mécènes en France, sur l'ensemble des entreprises, 3,2% sont situées en Nord-Pas-de-Calais en nombre et 1,4% en Picardie. Et en termes de budget, on voit que Nord-Pas-de-Calais est une région qui pèse, qui se trouve donc sur le trio de tête avec 6,9%. Et la Picardie, elle, reste plus en marge, mais a moins d'entreprises qu'en Nord-Pas-de-Calais. Donc, ceci est le poids de la région Nord-Pas-de-Calais peut s'expliquer notamment avec son don moyen très élevé. Donc, vous observez qu'il est juste en dessous de l'Île-de-France, qui est presque à 70 000 euros, avec un don moyen donc à presque 50 000 euros. Donc, c'est la deuxième région la plus généreuse, et la Picardie, elle, se trouve plutôt dans la moyenne avec un don moyen à 8 000 euros. Donc maintenant, pour avoir une vision assez globale par rapport aux autres régions en France, on voit sur cette carte le taux d'entreprises qui ont déclaré des dons au titre du mécénat sur l'ensemble des entreprises de la région qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc la région Hauts-de-France a 3,6% d'entreprises mécènes et le trio de tête est composé des Pays de la Loire avec 9,5%, la Bretagne avec 7% et le Centre-Val de Loire avec 6,75%. Donc voilà, même s'il y a une belle marge de progression, comme on peut le voir sur cette carte dans votre région, on a vu que la tendance est à la hausse et qu'il y a un fort engagement en région Hauts-de-France. Donc on espère que ça ne va pas cesser d'augmenter et on est persuadé que l'avenir du mécénat se trouve sur les territoires. Donc j'espère que ces chiffres vous auront éclairé et je vais maintenant laisser la parole à Claire Operto, donc directrice du Pro Bono Lab Hauts-de-France, qui va vous apporter un petit éclairage sur le pro bono dans votre région. Bonjour à tous, merci beaucoup Valentine. Donc en effet, je m'occupe de l'antenne régionale de l'association Pro Bono Lab, qui est une association nationale, et on a différentes antennes, dont l'antenne lilloise qui est présente depuis 2018 maintenant. Donc, pour quelques mots sur l'association Pro Bono Lab, notre mission de vie, c'est de développer l'engagement citoyen par le partage de compétences. Donc, c'est une forme de mécénat que vous connaissez probablement au moins de nom, qui s'appelle donc le mécénat de compétences, qui permet de partager ses compétences gratuitement au service de structures à finalité sociale ou de leurs bénéficiaires directement, mais on est vraiment sur de la compétence. Donc, le mécénat de compétences, c'est toute la partie de l'engagement que vous faites sur votre temps de travail, et c'est important de faire la différence. Et le bénévolat de compétences, c'est toute la partie qui est faite hors de son temps de travail. Donc, ce qui va nous concerner peut-être plus aujourd'hui, c'est la partie vraiment mécénat de compétences, et les quelques informations que je vais vous transmettre ensuite seront vraiment focus là-dessus.
Un des exemples d'actions en mécénat de compétences qu'on a fait cette année, ça fait depuis le début maintenant qu'on a un partenariat avec la Fondation du Nord. J'ai vu que Sarah, tu étais là. Ce type de partenariat nous permet de mener justement des missions collectives en réunissant différents collaborateurs de différentes entreprises. Et donc là, nous avions 8 collaborateurs de Renault, EDF, la 4B et du département aussi. Et donc, ça nous permet de mettre tout le monde autour de la table et en l'occurrence, nous avons permis à l'association, le Centre social Saint-Roch, un centre social de Cambrai, de pouvoir bénéficier des compétences de ces profils divers et variés. Donc, quelques chiffres sur le mécénat de compétences. Un petit peu comme le mécénat financier, au final, il y a une augmentation, ce qu'on peut constater, de l'implication des PME et des ETI. Historiquement, c'est vrai que c'était très centré sur les grandes entreprises et ça fait partie de nos axes aussi de développement chez Pro Bono Lab, de développer le mécénat de compétences auprès des PME ETI. Il y a énormément de collaborateurs aussi dans ces entreprises, énormément de compétences et donc c'est très chouette de pouvoir constater qu'il y a de plus en plus d'engagement aussi de leur part en mécénat de compétences. Quelques chiffres, en effet, sur le temps à consacrer et les raisons. Depuis combien de temps, en tout cas, les entreprises s'engagent. C'est vrai qu'il y a une grosse progression sur ces 3 dernières années. Donc, finalement, ça suit les tendances du mécénat général sur le fait que au plus on avance dans le temps, au plus les entreprises s'engagent. Donc, et puis, avec cette crise, on espère que ce sera d'autant plus vrai et que quand on se reverra l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, ces chiffres auront peut-être doublé ou triplé. Et c'est le cas aussi pour le mécénat de compétences parce que j'en parlerai après, mais l'impact pour les associations est énorme en fait, tout autant que le mécénat financier, mais c'est important de le souligner. Les raisons pour que les entreprises ont s'engagé, et je pense qu'on aura de beaux témoignages après pour l'illustrer, c'est sûr qu'il y a des raisons qui peuvent être propres à l'entreprise, c'est-à-dire de pouvoir améliorer l'expérience collaborateur ou de rendre les collaborateurs plus fiers de leur entreprise. Donc, on va dire que c'est peut-être des raisons qui peuvent paraître centrées sur l'entreprise. Pour autant, clairement, la finalité de s'engager en pro bono, donc en mécénat ou en bénévolat de compétences, reste l'impact sur l'association. Et ça, comme tu le disais tout à l'heure, Valentine, si les entreprises s'engagent, c'est aussi avant tout pour ça. Et donc, c'est chouette aussi, après des missions, typiquement en pro bono, de pouvoir aussi évaluer l'impact que les collaborateurs ont eu sur l'association, parce que c'est d'autant plus chouette et ça rend d'autant plus fier quand on sait à quoi ce temps a servi et à quoi les compétences ont contribué. Sur la dernière partie, c'était par rapport au temps et au format. C'est vrai qu'il y a davantage de collaborateurs qui s'engagent sur des formats plutôt ponctuels. Forcément, quand on est dans une entreprise et que l'entreprise nous permet de consacrer du temps à ça, l'idée, c'est peut-être pas toujours et certainement pas possible de pouvoir s'engager sur un mi-temps ou autre, même si ça se fait et que les missions longues se développent. Et j'étais assez surprise d'ailleurs de voir qu'il y en avait 12% qui consacrent plus de 10 jours. C'est vrai que nous, de ce qu'on peut constater sur le terrain, on est plutôt sur des formats un peu plus courts où il va y avoir peut-être 2, 3, 4 jours par an, ce qui est déjà énorme, hein, clairement. Et ça, c'est une tendance aussi qui évolue sur le fait de pouvoir s'engager davantage. Et ce qui est top dans ces cas-là, c'est que c'est vrai que typiquement, quand je prends le Centre social Saint-Roch, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple-là, on les a accompagnés sur plusieurs sessions avec plusieurs collaborateurs pour lancer un nouveau projet de mobilité douce. Et cet engagement long à leur côté permet d'avoir forcément d'autant plus d'impact parce qu'on voit aussi le projet évoluer et que voilà, que du coup on suit les problématiques une à une avec les collaborateurs qui sont engagés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Non, sur cette slide, c'est tout bon. Peut-être juste rajouter du coup que la façon de faire du mécénat, et on est très loin d'être les seuls sur le territoire, et donc merci à tous ceux qui développent cette pratique-là, Passerelle et compétences, Engagement Simone ou plein d'autres structures
qui permettent de faire vivre ces expériences aux salariés, aux entrepreneurs, aussi aux demandeurs d'emploi, à plein d'autres profils. Hein. Il n'y a pas que les entreprises qui s'engagent. Et ça, c'est très chouette de voir que tout un chacun a des compétences et si on arrive à tous les mettre au service de l'intérêt général, je pense que la société aura une toute autre tournure. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'engagent déjà et à tous ceux qui s'engageront demain. Merci beaucoup Claire, Claire et Valentine pour ces propos introductifs et pour voilà, nous montrer un peu les grandes tendances du mécénat et du mécénat de compétences en France et dans la région Hauts-de-France. Alors maintenant, ce qui nous tenait à cœur, c'est de donner la parole à des entrepreneurs du territoire qui vont nous donner, eux, leur vision. Donc, on voulait vous donner des exemples à la fois de petites entreprises, de grandes entreprises, d'engagement individuel, d'engagement collectif. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Julie Mayer et à Katia Tudisco, nos représentantes en région qui vont animer la table ronde qui va suivre. À vous la parole, les filles. Merci Marion. Donc je vois que nous avons la slide du Crédit Agricole Brie-Picardie. Je remercie beaucoup Jean-Michel Pellaprat de s'être rendu disponible pour cette table ronde. Jean-Michel Pellaprat qui est donc délégué général pour le Crédit Agricole Brie-Picardie, mécénat et solidarité. Donc le Crédit Agricole Brie-Picardie, très rapidement, a développé un fonds de dotation intervenant sur 3 domaines, le développement durable, la santé, la culture et le patrimoine, pour des projets d'investissement porteurs de développement économique ou de lutte contre les exclusions. Est-ce que je peux vous demander, M. Pellaprat, peut-être de décrire un petit peu ces missions et éventuellement d'ouvrir sur les relations que vous entretenez avec les porteurs de projets locaux, puisque vous travaillez essentiellement sur des relations de proximité? Oui, merci. Je suis en fait, au-delà de mes fonctions sur le fonds de dotation, responsable des solidarités et du développement durable au Crédit Agricole Brie-Picardie. Je dis ça pas pour montrer l'étendue des fonctions, mais juste pour dire que pour nous, le mécénat est vraiment dans un pôle de solidarité. C'est un choix d'organisation qui en dit long. Alors, solidarité, bien sûr, avec toutes les populations en situation de fragilité, quelle que soit la cause de fragilité économique, sociale, culturelle, et santé, bien sûr, et énormément dans cette année, bien sûr, cette année dernière et cette année, donc avec les problématiques de pandémie Covid. Et puis solidarité aussi avec nos territoires, avec le souhait vraiment d'aller vers les pôles d'activité qui nous semblent les plus fragiles. Nous avons aussi, face à cette pandémie, consacré beaucoup de moyens pour aider les structures du tourisme à passer le cap et aussi à se doter d'infrastructures nouvelles qui leur permettront de rebondir dès la fin de cette crise. Merci pour cette description. Est-ce que dans vos fonctions, vous observez une manière particulière peut-être d'intervenir sur des projets de proximité locaux, la relation peut-être que vous entretenez avec les porteurs de projets? Je crois savoir que vous avez des relations de longue durée avec les projets que vous soutenez. Est-ce que voilà, vous pouvez éventuellement rebondir sur cette notion de proximité, peut-être dans la notion d'observation des problématiques locales et puis peut-être de la pérennisation de vos activités avec les porteurs de projets? Oui. Là-dessus, on a beaucoup de chance. Nous sommes, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Crédit Agricole, nous sommes des banques indépendantes au niveau du territoire et qui s'appuient donc sur des toutes petites banques locales qui traditionnellement étaient à la taille des cantons. Donc là, nous avons la capacité avec nos collaborateurs et puis nos élus, puisque nous sommes une banque opérative. Nous avons 85 petites banques locales sur le territoire et nous avons 1000 donc administrateurs élus qui sont des personnes qui représentent la société civile et qui ont décidé de donner de leur temps. C'est déjà du bénévolat dès le départ, depuis 135 ans. Ce mécénat donc existe en la matière. Et donc, nous avons cette capacité extraordinaire, ça c'est de la chance, c'est pas dû à notre science, de pouvoir capter les projets.
Et donc, nous avons des budgets centralisés au niveau du fonds de dotation, que vous avez eu l'amitié de citer. Et puis, nous avons aussi des budgets très, très décentralisés à la main de ces 85 caisses locales. Donc, nous n'avons pas ce problème de remontée de dossiers. Le problème que nous rencontrons, mais je pense qu'il est un peu partout, c'est de voir que tout le monde n'a pas une capacité à faire de l'ingénierie du projet. Et ça, nous avons vraiment des partenaires très anciens, parce que nous travaillons depuis 135 ans sur le territoire, nous avons des partenariats de plus de 30 ans. La fidélité et la constance est importante. Nous essayons de contractualiser, ça c'est un peu nouveau, dans le moyen terme, pour assurer à nos partenaires donc une visibilité, un court moyen terme, parce que les choses sont tellement changeantes en ce moment, mais nous essayons de contractualiser de plus en plus nos relations sur 3 ans pour assurer cette stabilité et cette sécurité à nos partenaires qui ont vraiment beaucoup de soucis, beaucoup d'autres choses à faire que d'instruire des dossiers tous les ans. Et simplement, le problème, le point faible un petit peu de ce dispositif, c'est qu'il y a une égalité considérable dans la capacité des structures, et surtout des structures nouvelles qui s'ouvrent au mécénat. Autant les grandes entreprises culturelles, les grandes entreprises sociales, je me permets de les qualifier d'entreprises, ont des gens dédiés, savent faire des appels à projets, savent répondre à des dossiers. On s'aperçoit que beaucoup de porteurs de projets très, très intéressants, n'ont pas cette capacité et donc sont moins armés dans la compétition pour aller chercher de l'argent de mécénat. Et là, j'étais très, très intéressé par l'intervention de Claire Operto sur le mécénat de compétences, parce que nous faisons du mécénat financier très important. Nous faisons du mécénat en nature parce que malheureusement, nous avons notamment au travers de nos agences des locaux de plus en plus disponibles. Nos agences sont un peu surdimensionnées, mais nous ne faisons pas pour l'instant beaucoup de mécénat de compétences. Tout simplement parce que nous sommes un métier en tension, nous n'arrivons pas à trouver les personnes pour nous accompagner dans le développement très important de notre clientèle. Malheureusement, la crise risque de mettre les compteurs à l'heure et je me demande là s'il n'y a pas une synergie à établir pour appuyer toutes ces petites structures, pour les aider à faire cette ingénierie de projet qu'ils ne savent pas faire, que ce soit pour monter des dossiers pour notre propre compte ou dans la réponse aux appels à projets, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus les subventions publiques sont accordées sous forme d'appels à projets. Donc il y a peut-être là une synergie à établir, donc il faudra peut-être qu'on reprenne contact avec Claire très bientôt. Merci en tout cas de nous avoir fait nous réunir aujourd'hui par les écrans. C'est aussi ça l'intérêt de ce webinaire, de faire se rencontrer les acteurs du territoire. Donc, merci Monsieur Pellaprat. On va peut-être passer le témoignage de Tom Patard. Vous m'avez offert une belle transition vers le mécénat des plus petites structures. Donc, Tom Patard, vous êtes directeur du cabinet Next Move, spécialisé en stratégie d'entreprise. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des TPE et des PME du territoire. Alors, comme on est dans le vocable du baromètre et que je sais que vous êtes très entouré de chefs d'entreprise représentant les TPE, les PME de la région et notamment du versant sud, c'est-à-dire de l'ancienne Picardie, est-ce que je peux vous demander une petite prise de température de l'engagement des TPE PME sur le territoire ex-Picard, parce que je crois, à travers nos différents échanges, qu'il y a une vraie motivation des entreprises de petite taille à axer leurs actions vers l'engagement sociétal. Oui, tout à fait. Bonjour. Merci beaucoup pour ce petit temps d'échange. Effectivement, pour mettre un peu en avant aussi ce que font les TPE-PME. Alors effectivement, Julie, vous l'avez dit, il y a un vrai engagement, une vraie volonté, en tout cas de la part des TPE-PME. Ils le font. On l'a vu dans la présentation qui nous a été faite du baromètre avec un pourcentage de TPE-PME qui sont donneurs finalement aujourd'hui, qui sont mécènes, qui participent. Alors on le voit un peu moins ressortir dans le baromètre sur l'engagement qu'ils font sur le territoire, parce que c'est beaucoup plus sur la partie sportive notamment que sur la partie culturelle ou sociale, comme le font les grandes entreprises. Mais pour autant, il y a une vraie volonté de la part des TPE-PME de s'engager, et d'autant plus, je dirais, en ce moment, parce qu'effectivement, ces TPE-PME sont en première ligne. On l'a évoqué à plusieurs reprises depuis ce matin, on est dans un contexte économique un peu particulier, et pour autant, les TPE-PME sont très, très engagés et en première ligne
pour justement garder leur place dans la vie économique au quotidien. Et elles sentent bien, en étant à proximité justement du terrain, qu'il y a parfois des difficultés, qu'il y a parfois des besoins. On le voit, on l'a évoqué dans le monde du sport, dans lesquels les entreprises et notamment les TPE-PME sont très engagées. On voit qu'aujourd'hui, avec les conditions sanitaires, c'est un monde qui est très en souffrance. On peut le voir en mettant en parallèle d'autres statistiques, notamment par rapport à tout ce qui est associations sportives qui sont en train de vivre des périodes un peu difficiles. Donc, il y a une vraie volonté de la part des TPE-PME de s'engager, mais pas seulement au travers du sport. Tout ce qui peut impacter de manière, on va dire, territoriale, que ce soit sociétale, que ce soit patrimoniale. Elles ont conscience aujourd'hui qu'effectivement, elles ont un impact également sur ces aspects-là et que leur contribution dans la préservation du patrimoine a un effet et un retour sur investissement pour elles en tant que tel. Il y a un engagement, je dirais, fort du dirigeant, ça, il faut être clair. C'est principalement le dirigeant qui part et qui emmène ses troupes avec lui et qui a tendance justement à motiver finalement tout le monde à s'engager. Voilà un petit peu la température, je dirais, en quelques mots de ce monde-là. Merci Tom. Est-ce qu'on peut éventuellement également souligner la volonté d'agir collectivement, peut-être que les TPE-PME face au mot peut-être mécénat ont peut-être un préjugé ou quelque chose qui les impressionne peut-être aussi de leur côté. Est-ce que le fait d'agir de manière collective et à se regrouper à différentes PME-TPE est peut-être aussi une solution pour elles pour structurer leurs actions? C'est clairement, c'est même plus qu'une solution, c'est une demande aujourd'hui parce qu'on l'a évoqué, elles y participent, pour autant c'est très peu structuré, elles mettent très peu en avant le fait qu'elles le font. Elles ont beaucoup de mal à décider finalement parfois dans quelles œuvres ou quels projets elles vont pouvoir s'engager en tant que telles. Et c'est clair qu'aujourd'hui il y a une vraie attente de la part des TPE-PME de se regrouper, d'être accompagnées aussi, parce qu'au-delà de se regrouper et d'avoir une force de frappe plus importante, c'est aussi d'être accompagnées dans les choix, dans les montages de projets. On l'a évoqué, hein, M. Pelapra l'a évoqué avant, l'ingénierie, elle n'est pas si simple que ça. Elle est déjà pas simple parfois pour les grandes entreprises, elle est encore moins pour les TPE-PME. Donc, elles ont un besoin véritablement de se structurer en tant que telles. Elles le font beaucoup en régie directe en ce moment. Donc, c'est pas évident toujours pour elles de savoir sur quelle œuvre ou quel projet participer. Donc, oui, il y a une volonté de se regrouper pour être plus fort et avoir un impact plus important, et une volonté aussi de se regrouper pour mieux structurer et mieux être accompagné dans la démarche. Si on avance un petit peu plus dans cette peut-être prise de température sur les thématiques éventuellement que les TPE, PME, au-delà de l'aspect local, vont privilégier, est-ce que vous avez pareil des tendances peut-être à nous apporter? Alors, il y a une vraie attente, effectivement, et une volonté de s'engager beaucoup plus dans l'avenir sur tous les aspects environnementaux. Il y a une vraie prise de conscience. Alors, je pense aussi que le contexte Covid a renforcé ça. On a vu, hein, il y a eu des impacts qui ont été ressentis sur plein de sujets là-dessus, mais les TPE-PME ont de plus en plus conscience de leur impact environnemental et cherchent à s'engager, on va dire, au travers de cette thématique-là. Alors, l'environnement, c'est un aspect qui fait partie maintenant de leur quotidien. C'est vrai qu'on les entendait beaucoup moins avant là-dessus parce qu'elles avaient un sentiment de ne pas avoir d'impact en tant que tel. Aujourd'hui, elles peuvent avoir un impact et ont la volonté d'aller de plus en plus vers ça. On voit des thématiques sociétales aussi de plus en plus fortes. Le fait d'intégrer des aspects de l'éducation, des aspects de l'accompagnement des publics un peu plus isolés. On a évoqué des pénuries en matière d'emploi. L'employabilité est un sujet aussi qui préoccupe beaucoup les TPE-PME en ce moment. Je dirais que s'il y avait un choix à faire, ce serait vraiment ces deux aspects-là qui ressortent beaucoup de ce que l'on entend auprès de ces chefs d'entreprise-là. Et peut-être une toute dernière question, et je laisserai la parole au versant nord du Nord. Est-ce que vous pouvez, en une phrase ou une notion clé, comment pourrait inciter les entreprises de petite taille et de moyenne taille à développer leurs actions de mécénat? Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie? Alors, ce qui pourrait leur donner envie en une phrase, c'est tout simplement leur ouvrir des portes, les aider dans l'ingénierie finalement de le faire, parce que l'envie est là, c'est sûr, c'est simplement le moyen de le faire, et c'est d'ailleurs l'un des projets sur lesquels on travaille avec 2-3 personnes là-dessus, sur la création d'un fonds de dotation qui les aiderait justement à structurer leur démarche en leur apportant de l'accompagnement et de l'ingénierie également autour de ça. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Tom. Merci d'avoir représenté M. Pelapra, M. Patard, le versant sud de la région Hauts-de-France. Et donc, je passe la parole à Katia pour la partie plutôt Nord-Pas-de-Calais de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci Julie, merci à toutes d'être présents ce matin pour ce webinaire sur le mécénat.
Je suis donc Katia Damani, je suis la déléguée régionale Hauts-de-France pour la partie j'ai envie de dire des départements Nord et Nord-Pas-de-Calais. Je suis ravie d'être avec vous et surtout d'entendre tous ces témoignages sur la nécessité et la volonté de s'engager et le soutien voilà, des entreprises sur des projets d'intérêt généraux. Pour poursuivre la table ronde, je vais donc donner la parole à la fois à Philippe Farge, qui est membre fondateur de la Fondation du Nord, mais qui est délégué aussi régional Nord-Est de l'entreprise Renault, et à Gilles Lechantre, qui sont tous les deux. Alors Gilles Lechantre, qui est donc le co-créateur de l'entreprise Coptalis. Je vais vous laisser vous présenter, Gilles et Philippe, avant de pouvoir après enchaîner sur des questions beaucoup plus d'ordre général sur comment vous vous êtes engagé, quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé, quelles ont été les motivations et les effets. Donc, je vais d'abord laisser la parole peut-être à Philippe, donc te représenter et d'expliquer un peu pourquoi toi, de ton côté, comment ça s'est mis en place, cette volonté de vous engager auprès de la Fondation du Nord dans un mécénat collectif auprès d'une fondation territoriale. Oui, bonjour à tous. Eh bien, je suis en fait le délégué régional de Renault dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est pour les affaires publiques depuis maintenant trois grosses années. J'ai fait auparavant un parcours dans la communication et dans les RH, uniquement dans les différentes usines de Renault en France, et notamment un parcours de DRH dans les usines successivement de Maubeuge et de Douai dans notre département du Nord. Et notre engagement dans la Fondation du Nord, eh ben, il remonte il y a 3 ans, lui aussi, à des séances, à des réunions matinales à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018, réunions suscitées par le département du Nord, auxquelles étaient invités un tas d'entreprises du département, et au cours desquelles le département, accompagné par la Fondation FAS, nous a présenté le projet de Fondation du Nord. Et pour moi, l'adhésion d'une entreprise comme Renault, très implantée dans le Nord, avec notamment deux usines majeures, les usines de Douai et de Maubeuge, pour moi, donc l'appartenance, la participation à la Fondation du Nord est apparue très vite comme une évidence. Et donc, dès l'année 2018, nous avons adhéré, le groupe Renault a adhéré à la Fondation du Nord en tant que membre fondateur. Alors aujourd'hui, la Fondation du Nord si mes comptes sont bons, j'ai fait un calcul rapide au début de la réunion, si mes comptes sont bons, c'est 28 membres qui, à divers titres, participent à la gouvernance de cette fondation. 28 membres parmi lesquels, donc, aux côtés du département du Nord, 10 entreprises privées, des partenaires projets qui peuvent être des entreprises ou des fondations, des personnalités qualifiées et des élus du département. Ce chiffre de 28, il traduit une caractéristique forte de la Fondation du Nord. C'est d'ailleurs son slogan, c'est la volonté de jouer collectif et de développer un partenariat entre les acteurs publics, les entreprises privées, les acteurs privés plus généralement, au service d'un territoire, le département du Nord, de Dunkerque à Fourmies et du sud de l'Avesnois au nord des Flandres. Voilà. Et donc, c'est ce que nous nous attachons à faire depuis 3 ans. Et nous n'avons pas chômé, puisque en 3 ans, la Fondation du Nord a soutenu 32 projets, ce qui représente en moyenne un nouveau projet soutenu par mois. Chaque projet a bénéficié d'un don moyen de la Fondation du Nord de 37 000 €. Et ces projets ont 2 caractéristiques. La première, c'est qu'on s'attache à soutenir des projets innovants, novateurs,
Et la deuxième, c'est qu'on s'attache à ce que ces projets, bien évidemment, portent sur les champs d'action privilégiés par la Fondation, qui sont l'accès ou le retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, l'autonomie des personnes âgées ou des personnes handicapées, l'accompagnement des populations les plus fragilisées, par exemple les jeunes en difficulté, ou enfin la culture et l'environnement au service de la cohésion sociale. Et donc depuis 3 ans, on a développé, on a accompagné, on a soutenu 32 projets dans ces différents domaines. Et ça va continuer puisque nous entamons maintenant un nouveau cycle de 3 ans. Merci Philippe. Gilles, toi tu es donc cofondateur de l'entreprise Coptalis. Est-ce que tu peux présenter un peu l'entreprise, quel est votre axe, vos corps de métier et surtout, je t'ai demandé de venir témoigner dans ce webinaire parce que vous n'êtes pas forcément sur l'axe mécénat, mais par contre, vous avez pris un engagement très fort, d'engagement sociétal très fort dans votre entreprise à destination des réfugiés. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui tu es et comment c'est né chez vous, chez Coptalis, cette volonté de mettre en place ce projet qui s'appelle Mercure d'ailleurs? Ouais. Bonjour à tous, donc merci pour l'invitation. Donc moi je suis donc Gilles Lechamp, je suis cofondateur de la société Coptalis. Coptalis qui est une société jeune qui est née à peu près il y a un petit peu moins de 7 ans. On est spécialiste en mobilité internationale professionnelle. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est de travailler sur tous les sujets d'expatriation ou de mobilité internationale. On est à peu près 570 salariés aujourd'hui. On a 25 nationalités au sein de l'entreprise Coptalis, 16 agences et on est dans 12 pays dans le monde. On est aussi French Tech, donc ça c'est important aussi, French Tech 120 notamment. Donc c'est une belle labellisation qu'on a pu acquérir il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Parce qu'on s'est engagé aussi sur un vrai projet aussi digital au sein d'une plateforme qui va en fait encourager ou développer la mobilité internationale et l'expatriation. Alors nous, on fait un travail extraordinaire parce qu'on a la capacité à changer la vie des gens. Et la raison d'être de Coptalis, elle est vraiment belle. Et depuis la naissance, ou en tout cas le début de cette belle histoire, on a un engagement sociétal très fort parce que c'est un engagement fort de pouvoir changer la vie des gens. Et il y a à peu près maintenant 1 an et demi, on a essayé en tout cas, et je rejoins Jean-Michel par rapport à ce qu'il a dit sur la difficulté peut-être ou la complexité de répondre à des appels d'offres ou des appels à projets. Alors c'était la première fois qu'on répondait au sein d'un appel d'offres et je peux vous assurer que c'était très compliqué de bien comprendre un petit peu comment on pouvait répondre à un appel d'offres dans le cadre du PIC notamment. Et à la suite de cet appel d'offres, on s'est engagé pour travailler sur un projet pour accompagner et encourager ou en tout cas inciter et à développer un projet sur les réfugiés où on s'est dit, notamment dans les Hauts-de-France, pour l'instant dans les Hauts-de-France, on a des grosses ambitions, mais on voulait faire un POC dans les Hauts-de-France où on s'est engagé à accompagner au niveau de la réinsertion de 350 réfugiés sur les Hauts-de-France. Alors pourquoi on l'a fait? Parce qu'on s'est dit, la mobilité internationale, c'est quelque chose effectivement qui est très sympa et qui est à développer. Mais en même temps, on s'est tout de suite aperçu qu'on avait des gens qui étaient à proximité de nos bureaux, tout simplement. Et on a eu cette réflexion de se dire comment on pourrait les encourager ou en tout cas travailler en collaboration avec eux pour les remettre à l'emploi via le projet Coptalis dans son ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce projet Mercure. Alors, un petit peu avant le Covid, donc ça, c'était fin 2019. Et aujourd'hui, on a un petit peu 1 an et demi de recul pour déjà avoir des belles success stories, je dirais, sur ce projet hyper engageant, en tout cas au sein du groupe Coptalis. Merci Gilles. Alors, je voulais juste qu'on évoque un petit peu la question de savoir quels ont été un peu quand ça s'est mis en place dans vos structures. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés?
comment ça a été simple, comment ça a été compliqué? Est-ce que ça a été compliqué pour Philippe Farge de mettre en place cet engagement auprès de la Fondation? Parce que chez Renault, il y a déjà une fondation qui existe, donc il y a déjà un engagement sociétal existant. Et comment on arrive à mettre, Philippe, une action comme celle-ci sur un territoire alors qu'une fondation est déjà au niveau national? Ça a été un peu compliqué du point de vue de l'intendance parce que, en gros, le siège de Renault m'a dit ben, c'est OK, vas-y, développe l'adhésion de l'entreprise à la fondation. Mais au-delà de ces difficultés d'intendance, on va dire, ça a été très simple parce que tout d'abord, les valeurs, les champs d'action de la Fondation recoupent très exactement les valeurs de Renault en matière de RSE et les valeurs et les champs d'action de la Fondation Renault. Et encore plus aujourd'hui, puisque la Fondation Renault a actualisé récemment sa feuille de route et la centre de plus en plus sur l'insertion professionnelle, le retour à l'emploi, et ce, au plus près des territoires, de tous les territoires dans lesquels Renault est implanté. Donc, une grande cohérence entre les objectifs de la Fondation du Nord et les objectifs de Renault. Il y a deuxièmement, je dirais, une complémentarité entre le terrain d'action de la Fondation Renault, qui est bien sûr un terrain d'action plus national, et le terrain d'action de la Fondation du Nord, dans laquelle on s'implique avec le groupe Renault, qui est un terrain départemental, c'est dans les gènes de la Fondation du Nord. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça a été aussi facile parce que c'est un peu apparu comme une évidence. Il y a 2 sites de Renault importants dans le Nord, l'usine de Douai, l'usine de Maubeuge, et la proposition qui a été mise sur la table par le département du Nord est tout de suite apparue comme une proposition qu'il fallait saisir et dans laquelle il fallait s'impliquer. Donc, je dirais que ça a finalement été facile et ça continue à l'être. Voilà. Merci Philippe. Gilles, dis-moi, de ton côté, comment ça s'est mis en place à l'interne auprès de Coptalis? Parce qu'aller chercher des sous, c'est une chose. Définir un projet, c'était une évidence, c'est dans votre ADN. Mais au sein de ton entreprise, comment les collaborateurs se sont appropriés le sujet? Comment ça s'est mis en place? Alors, ça s'est mis en place de façon, on va dire, un peu naturelle et l'engagement a été tout de suite assez incroyable au niveau de nos collaborateurs. On a mis en place aussi 1 ou 2 comités pour bien expliquer un petit peu comment on souhaitait en fait travailler sur ce sujet, sur le projet Mercure. Et quand je dis de façon naturelle, c'est que il y a eu des idées qui ont été énoncées, qui ont été aussi amenées, et des propositions assez remarquables, notamment par exemple, naturellement, il y a certains collaborateurs et même on va dire 70% des collaborateurs de l'entreprise ont voulu en fait parrainer l'opération. Donc, on a créé des parrains et marraines. Donc, chaque parrain ou chaque marraine a un réfugié référent qui l'aide au quotidien. Alors, quand on dit qu'il aide au quotidien, ça peut être un coup de téléphone ou 2 coups de téléphone par semaine. C'est aussi de discuter sur des recettes de cuisine, c'est de discuter sur du sport. Enfin, c'est un peu de tout. En fait, on a laissé aussi la liberté de chacun de nos collaborateurs coptaliens de rentrer en contact avec je dirais un réfugié. Et ça a été très, très, très valorisé, effectivement, et très prenant. Et un petit peu à la fois, on a créé aussi forcément une équipe, parce que maintenant, le projet Mercure, c'est une équipe de 15 personnes qui gère le projet Mercure. Donc, on est parti de rien et aujourd'hui, ils sont 15. Et on a de grosses ambitions aussi, parce qu'on voudrait développer ce projet au niveau national et aussi, en tout cas, au moins au niveau européen, quoi. Oui, c'est vrai que toi, tu as commencé, effectivement, c'est un peu le projet pilote sur le territoire. Ouais. Donc, du coup, effectivement, la volonté de le dupliquer aux autres endroits où vous êtes implanté et voire même passer à l'international. Ouais. Philippe,
Sur ce... Et ça, je dirais, c'est par rapport à l'engagement des collaborateurs. Au début, effectivement, on voulait le faire uniquement dans les Hauts-de-France. Et compte tenu de l'engouement et aussi de notre présence à l'international et aussi en France, c'est nos collaborateurs qui nous ont poussés à se dire moi, j'ai envie de le faire à Lyon, j'ai envie de le faire à Marseille, j'ai envie de le faire en Allemagne, et puis j'ai envie de le faire aussi au Canada, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça se fait un peu de façon naturelle, en fait. Merci Gilles. Philippe, toi de ton côté, vous êtes une entreprise qui est placée aussi au niveau national et international. Et quel a été l'effet de commencer justement, toi, tu es un peu pionnier hein, au niveau de Renault, puisque tu lances un peu cet engagement territorial à travers l'engagement auprès de la Fondation du Nord. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel effet du coup ça a entraîné au niveau de Renault sur la question régionale et territoriale? Je serais prétentieux si je disais que ça a eu un effet immédiat évident, mais je peux rapprocher des faits, faire des corrélations, c'est-à-dire que l'adhésion de Renault à la Fondation du Nord remonte au début de à l'année 2018. Et je constate aujourd'hui que la Fondation Renault s'oriente de plus en plus vers un champ d'action dans les territoires autour du thème, comme je le disais tout à l'heure, de l'insertion professionnelle. Je pense que ce mouvement est peut-être lié en petite partie, pour être humble, à la démarche que nous avons initiée dans les Hauts-de-France et dans le Nord en particulier, avec la Fondation du Nord. Je dirais aussi, même chose, j'ai découvert, grâce à la Fondation du Nord, le mécénat de compétences. Et on s'y est impliqué. Et depuis un an, le groupe Renault s'efforce de développer le mécénat de compétences. C'est l'usine de Douai qui a servi de pilote dans cette expérience de mécénat de compétences. Et aujourd'hui, la généralisation du mécénat de compétences dans l'ensemble de l'entreprise est à l'étude. Donc, je ne dirais pas que Renault, dans son ensemble, prend exemple sur les expériences que nous menons dans le Nord, mais il y a peut-être un peu de ça. Donc précurseur au sein de Renault pour un développement plus territorial du mécénat. Gilles, toi de ton côté, tu as impliqué tes salariés tout de suite dans le projet finalement. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en retires comme effet positif de la mise en place de ce projet au sein de Coptalis? Alors, ce que je retiens de façon positive, c'est effectivement l'implication de nos salariés qui, je le disais tout à l'heure, qui s'est fait de façon naturelle aussi. C'est aussi en tant que spécialiste de la mobilité internationale, de se dire aussi, on travaille sur un sujet très difficile, hein, parce que le sujet des réfugiés est un sujet très prenant. C'est aussi la possibilité, ou en tout cas, de travailler une problématique qu'on n'avait pas identifiée quand on a créé la société. Et c'est aussi, à un moment donné aussi, par rapport à ce public un peu fragile, et puis quand on sait ce qu'ils ont pu vivre et dans des conditions que vous imaginez terribles, ça nous permet aussi, tout à chacun, et moi le premier, de relativiser un petit peu ce qui nous arrive. Parce que je vous assure qu'intégrer en tout cas une personne réfugiée dans son entreprise, tout de suite, ça a des effets super positifs sur les collaborateurs, parce que et ils ont peur de raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu. Mais quand ils commencent un petit peu à se livrer, je veux dire, les problèmes, ils existent, j'exagère un peu, mais ils n'existent plus, quoi, parce que quand on sait ce qu'ils ont pu vivre pour arriver où ils sont arrivés, et en termes de motivation, et on le sait aussi, et bien évidemment, moi, je côtoie énormément de chefs d'entreprise, on a des grosses difficultés, et même encore aujourd'hui, hein, de trouver des talents, de trouver des salariés. Et aujourd'hui, ce public, en tout cas, sur le savoir-être, il n'y a pas de question à se poser, parce que c'est des gens hyper motivés, c'est des gens hyper impliqués, et c'est des gens qui veulent travailler avant tout. Et ça, c'est assez, ça se sent tout de suite, quoi. Et donc, ça, en tout cas, ça
ça a le mérite de mettre une très belle dynamique au sein de l'entreprise et aussi responsabiliser, et je me répète un peu, mais encore plus les collaborateurs de façon assez naturelle. Merci Gilles. Philippe, toi de ton côté, tu as aussi tenté et essayé et mis en place du mécénat de compétences pour le coup. Donc là, je passe du côté des salariés. Quels ont été les effets pour toi au sein des deux usines de Renault qui sont en tout cas dans le cadre de la Fondation du Nord? Quels ont été effectivement les effets d'intégrer une fondation et de travailler sur des projets sociétaux et de faire aussi du mécénat de compétences par vos salariés? Alors, je parlerai d'abord à titre personnel, puisque j'ai d'abord essayé moi-même d'expérimenter le mécénat de compétences. Et là, je remercie Claire Operto, le Pro Bono Lab, la Fondation du Nord, de m'avoir permis de me lancer dans cette expérimentation, parce que ça a été, et c'est pour moi à chaque fois, un véritable plaisir. Le fait de travailler sur des projets concrets, territoriaux, dans un temps limité, en groupe, avec des méthodes très efficaces pour produire des idées concrètes. Pour moi, ça a été une découverte, un plaisir et un enrichissement. Et je pense que du coup, je m'en suis fait et je m'en fais l'ambassadeur au sein de mon entreprise. Et ça a commencé à prendre l'année dernière, en 2020, puisque il y a quelques personnes de l'usine de Douai en particulier qui ont rejoint le mouvement et qui ont participé à des opérations avec Pro Bono Lab et la Fondation du Nord, qui ont participé à des opérations de mécénat de compétences. Claire Operto citait tout à l'heure le Centre social Saint-Roch. Eh bien, il y avait des représentants de Renault au sein de ces séance de travail. Voilà, donc il y a une expérience professionnelle très probante, très enrichissante, et visiblement, cette expérience, elle a été vécue de la même façon par mes collègues de Renault qui s'y sont impliqués en 2020, essentiellement du côté de l'usine de Douai. Et puis il y a toi aussi dans comment tu vis et comment ça se passe en fait dans un mécénat collectif qui au final n'est pas la même chose que quand une entreprise se prend d'elle-même l'envie de travailler sur un engagement sociétal via le mécénat. Toi, tu connais le mécénat collectif. Quels sont à ton avis les effets et les contraintes et les effets de faire du mécénat en collectif et pas tout seul? En collectif, par exemple, au sein de la Fondation du Nord. Ouais. Oui, parce que vous êtes dans une collectif. Là, vous êtes à plusieurs, du coup. Oui. C'est pas que la Fondation. Alors, on pourrait dire que l'entreprise ou la marque y perd en visibilité. C'est sans doute vrai. Mais en même temps, il y a tout un tas de points forts à y trouver. C'est-à-dire que déjà, c'est un levier de rencontre extraordinaire, de rencontre des élus, des acteurs privés, publics qui font le territoire, qui agissent dans le territoire. Et donc, c'est une occasion de rencontre extraordinaire. C'est une occasion pour l'entreprise dans son territoire de s'ouvrir sur son territoire, justement, ce qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on a le nez dans le guidon, ou pour parler automobile, le nez dans le volant, et donc on a la participation à une fondation comme la Fondation du Nord, avec d'autres partenaires publics, privés, permet de s'ouvrir sur l'extérieur. Il me semble que dans nos temps changeants, c'est quelque chose de très important pour le développement de l'entreprise elle-même. Et puis, c'est aussi une occasion de découvrir des projets et véritablement de s'enrichir concrètement de ces projets, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup en découvrant à la fois les problèmes du territoire et la façon dont les associations au plus près des territoires essaient de le résoudre avec des solutions novatrices ou innovantes. On a un effet levier aussi également des financements du coup, puisque vous êtes… Et il y a un effet levier, puisque tout à l'heure, je citais, on n'aurait jamais pu dans le Nord, usine de Douai et de Maubeuge réunies, soutenir en moins de 3 ans 32 projets. Voilà.
Très bien. Gilles, de ton côté, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le projet Mercure à venir? Tu as parlé d'ambition développée au niveau national, international. La question du Covid, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec la pandémie, ça a forcément un peu impacté ton activité, ou en tout cas le projet Mercure, j'imagine. Et comment on rebondit alors dans ces conditions? Oui, je le disais tout à l'heure, on a commencé ce projet-là début d'année, fin d'année 2019, donc forcément 2 mois après, il s'est passé ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Donc l'impact a été encore plus important sur ce public fragile. Néanmoins, on est fiers aujourd'hui de dire qu'on a accompagné, ou on accompagne aujourd'hui plus d'une centaine de réfugiés. Donc c'est un résultat assez incroyable vu le contexte. Donc ça, c'est le côté super positif. Maintenant, on est très ambitieux et on veut avoir cette ambition à la fois nationale et internationale parce que c'est un projet, et en tout cas, c'est un sujet, on va dire, mondial. Et comme nous, on va être spécialiste de la mobilité internationale, ça c'est important. Ce que je rejoins aussi Philippe, c'est que ce qui est très important et ce qu'on a très vite compris chez Coptalis, c'est qu'on est là aussi, on travaille aussi beaucoup en équipe. On a répondu à des appels d'offres, notamment avec Claire, en collaboration avec Pro Bono. Et ça, asseoir aussi le public, le privé, les associations. Alors, c'est sûr que nous, on est regardé un peu différemment parce que quand on est une société privée, totalement privée, avec French Tech, tout cet écosystème-là, on arrive, on s'implique avec les réfugiés, les associations nous regardent, mais qu'est-ce qui, pour être très clair, hein, qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils font ça en fait en tout cas, on était regardé de façon très bizarre, pour être très clair. Mais là, aujourd'hui, on commence à avoir de la légitimité, on commence à se dire, il y a des associations qui nous regardent, qui ont s'en approché. On commence à super bien discuter avec Emmaüs Connect, par exemple, des gens qu'on ne connaissait absolument pas et qui ne nous connaissaient absolument pas. Donc ça, c'est le côté super intéressant. Et on a la chance aussi d'être dans une région alors c'est pas qu'un mot, la solidarité, c'est super important. Et on le voit encore plus avec tout ce qui s'est passé sur l'année en cours et l'année dernière. Il y a des belles réussites, il y a des challenges en fait, collectifs qui sont assez incroyables. Donc nous, on se positionne, on essaye en fait de contribuer ou de faire contribuer la richesse des collaborateurs de Coptalis. On essaye aussi de travailler sur tous ces sujets de talent. On a vraiment des talents assez incroyables dans la région. Donc c'est ça qu'on essaye de prôner et de regrouper. Moi, je me souviens quand on a répondu à cet appel d'offres en 2019, on venait de faire une grosse levée de fonds. Et la première chose qu'on m'a dit, mais jamais tu pourras avoir des subventions sur ce projet, quoi. Et on y est allé, on s'est battu, et puis à la fin, oui, on est subventionné. Alors, on a en fait, en tout cas, nous, sur ce sujet, on ne veut pas gagner de l'argent, ce n'est pas ça qui nous attire, c'est le projet avant tout, et de regrouper beaucoup de partenaires, et ça, c'est ce qui nous anime tous les jours, quoi. Philippe, toi, de ton côté, vous allez donc vous réengager certainement pour les 3 prochaines années auprès de la Fondation du Nord. Vous recommencez un cycle. Vos envies, vos ambitions sur ce nouveau cycle, qu'est-ce qui, du coup, va avancer ou quelles seraient les marges de progression pour toi qui seraient intéressantes dans ces 3 prochaines années? De développer, parce que finalement, 3 ans, ça passe très vite. Oui. Et là, l'idée, ce serait quand même d'essayer de développer l'engagement des collaborateurs de l'entreprise et de les impliquer dans la démarche. Alors, il y a le levier, bien évidemment, du mécénat de compétences, mais je pense qu'il y a aussi un autre levier qui consiste à mieux faire connaître en interne tous les projets et toutes les actions que mène la Fondation du Nord. Je pense que c'est un axe en tout cas personnellement pour l'entreprise Renault pour les 3 années qui viennent. Après, tout mon souhait, c'est qu'on poursuive au sein de la Fondation sur la lancée qu'on connaît depuis 3 ans, parce que c'est véritablement un plaisir renouvelé à chaque comité de sélection ou à chaque comité exécutif. Voilà. Merci. Alors, dernière petite question, et après, on va passer certainement aux questions des personnes qui sont en ligne. Gilles et Philippe, tous les deux,
selon vous, quel sera, comment dire, comment vous voyez, voilà, comment vous donnerez envie à une entreprise de s'engager sociétalement. Là, je parle vraiment de l'engagement, parce que Gilles, tu fais du mécénat de compétences quand même, il faut le savoir, vous avez un petit peu de mécénat de compétences chez vous. Philippe, tu es plus dans le mécénat financier et de compétences. Une entreprise, vous croisez une entreprise, qu'est-ce qui serait pour vous le leitmotiv et le phrase ascenseur que vous donnerez, que vous diriez à une entreprise qui hésite encore à s'engager? Gilles, peut-être, en premier. Alors, moi, en tant que chef d'entreprise, je trouve que ce qui est super important, c'est d'écouter ses collaborateurs. Parce qu'en fait, quand on discute avec ses collaborateurs, tout de suite, on a remarqué que il y a certains et de nombreux collaborateurs, ils étaient très engagés dans des associations, mais lambda, hein, il y avait de tout. Et à un moment donné, on s'est dit comment on pourrait ces beaux projets, en fait, comment on pourrait les regrouper via la société Coptalis, via notre entreprise, quoi, tout simplement. Et on a été, c'est même pas surpris, on a été incroyablement étonné par moments aussi. Et je le disais au préalable, on a 25 nationalités chez Coptalis avec des expériences, des histoires de vie incroyables. Et donc ça, oui, en tant que chef d'entreprise, forcément, on porte le projet, mais on ne le porte pas tout seul. C'est vraiment les collaborateurs qui nous incitent aussi à le faire. Et quand on est poussé derrière des collaborateurs qui sont hyper motivés, on ne se pose même plus la question. Et après, je pense que c'est important aussi de le faire petit à petit, et c'est ce qu'on fait au sein de Mercure. On n'a pas voulu répondre sur un appel d'offres national, on y est allé d'abord au niveau régional, et on s'aperçoit que ça marche bien, et après, voilà, les ambitions vont être décuplées, quoi. Donc, ça serait échanger avec ses collaborateurs, c'est un vrai outil d'échange avec ses collaborateurs, et surtout, c'est aussi ça fait du bien à la fois aux collaborateurs et à la fois au chef d'entreprise et à l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un vrai moyen d'engagement, en tout cas régional, territorial. Oui, et puis encore plus aujourd'hui, parce qu'avec la crise, et on le sent en discutant avec de nombreux chefs d'entreprise, tout le monde est en train de regarder ses ambitions, sa mission, sa raison d'être. C'est tous des sujets qu'on entend parler depuis maintenant, on va dire 6 mois, 1 an, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment le bon moment. C'est une super opportunité sur la responsabilité sociale de l'entreprise, sur toute cette partie mécénat. Je crois qu'aujourd'hui, le champ, il est vraiment ouvert, quoi. Et les entrepreneurs n'ont plus le choix, quoi, en soi, parce qu'il faut donner du sens. Et moi, je me bats aussi sur ce qu'on parle de guerre des talents, hein, c'est compliqué de recruter. Et aujourd'hui, ce que va faire l'entreprise au niveau sociétal ou engagement sociétal, c'est un vrai atout pour attirer des talents, quoi. Et on le voit à la fois au niveau national et international. Maintenant, et dans les jeunes générations, et je trouve ça génial, c'est de plus en plus les gens, ils veulent effectivement des projets au sein de l'entreprise et des projets sociétals, quoi. À la fois sur des projets environnementaux, par exemple aussi. Et ça, nous, on le ressent énormément quand on fait du recrutement, parce qu'on recrute encore énormément chez Coptalis. Et à chaque fois, et ça, de plus en plus, on est interrogé sur notre engagement sociétal. Donc, c'est une super aussi opportunité pour l'entrepreneur et pour l'entreprise. Merci Gilles. Philippe, toi de ton côté, qu'est-ce que tu dirais à des entreprises qui, du coup, s'engager tout seul, c'est un peu compliqué, et voilà, on a envie, comment on peut avoir envie de s'engager au niveau collectif, peut-être, par ton expérience, peut-être D'abord, j'abonderai dans le sens de Gilles, c'est-à-dire que s'engager pour une entreprise, c'est au sein d'une fondation comme la Fondation du Nord, c'est d'abord répondre à l'aspiration des salariés, l'aspiration croissante des salariés à l'engagement. Ça, c'est quelque chose de très net. Et d'ailleurs, ça me permet d'évoquer et de penser à une nouveauté introduite par la Fondation du Nord depuis quelques semaines maintenant, c'est la possibilité de s'engager personnellement au sein de la Fondation du Nord par des dons. Le dispositif est en place sur le site de la Fondation du Nord. Donc, il y a une première raison pour l'entreprise, c'est de répondre à l'aspiration des salariés à l'engagement. Et puis, je dirais qu'il y a 2 autres raisons.
connexes. La première, c'est qu'à mon sens, une entreprise ne peut pas se développer durablement sur un territoire sans veiller, sans contribuer au développement de son environnement et à la bonne santé de son environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se porter bien dans un paysage en ruine. Et donc, c'est tout le sens de l'engagement territorial. Et la deuxième chose qui est liée, c'est que je pense que dans un monde de plus en plus qui change vite, où l'innovation est de plus en plus importante, il est très important pour une entreprise de s'ouvrir sur l'extérieur et de jouer collectif avec d'autres partenaires publics, privés. Voilà. Et donc, c'est à ce titre que je dirais aux entreprises qu'elles ont intérêt à s'engager, d'autant plus qu'un autre axe de développement, vous m'interrogiez là-dessus à l'instant, un autre axe de développement pour une fondation comme la Fondation du Nord, dans les 3 ans qui viennent, c'est de faire entrer dans la dynamique de plus en plus de petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, il y a pas mal de grandes entreprises du territoire. L'idée, dans les 3 ans qui viennent, c'est aussi d'intégrer dans le collectif des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup à tous les deux. J'en profite pour rappeler nos partenaires sur cet événement qui ont été bien sûr Coptalis et la Fondation du Nord, et aussi le MEDEF du Douaisis, Pro Bono Lab qui aussi a été un soutien sur cet événement, et je pense que j'en oublie pas, si j'en oublie, la place de la communication, si je ne me trompe pas, Julie, n'est-ce pas? Également. Et évidemment, bien sûr, la French Tech Tremplin, la French Tech, je ne peux pas oublier. Merci à vous deux. Je redonne la main à Marion ou à Valentine, je ne sais pas. Oui, merci beaucoup. Merci, il y a plein de questions parce que les interventions étaient passionnantes. Valentine, est-ce que tu peux nous sélectionner quelques questions pour nos participants? Oui, bien sûr. Alors, premièrement, pour vous, Monsieur Farge, pour apporter un peu plus de précision, savoir quel type de mécénat de compétences sont réalisés par les personnels de Renault. Et j'en profite aussi pour une question pour Claire qui pourra peut-être nous apporter des précisions pour savoir s'il est possible pour une collectivité de mettre en place du mécénat de compétences pour ses agents. Alors, en termes de mécénat de compétences, on a participé, des gens de Renault ont participé l'année dernière, je le disais à l'instant, au projet du Centre social Saint-Roch, qui est un projet de développement. Alors, c'était assez lié au secteur de l'automobile et de la mobilité au sens large, puisque c'est un projet qui est centré autour de la mobilité, si ma mémoire est bonne. Et puis personnellement, moi j'ai participé à des opérations de pro bono, alors des sprints ou des marathons, c'est le jargon sportif du Pro Bono Lab. En 2000, alors pas en 2020, en 2019, si ma mémoire est bonne, j'ai participé à une opération sur un projet développé par l'association ETAP, c'est une association qui emploie des travailleurs handicapés à Guénin dans le Nord. Et le projet de cette association, c'était de développer des formations pour des personnes éloignées de l'emploi, formations assurées par les salariés handicapés de l'association ETAP. Donc, c'était quelque chose de passionnant et ça a été ma première expérience de mécénat de compétences. Voilà. Peut-être Claire sur la notion de l'engagement pour les collectivités? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ok. Donc oui, c'est tout à fait possible de s'engager. Et dans le chat, j'ai mis un lien vers un article. Et il y a un exemple de l'engagement de la Direction générale des finances publiques au service d'Emmaüs Connect. Et nous, en région, le département du Nord, qui s'est déjà engagé avec des agents au service d'associations du territoire. Et on est vraiment aussi, et c'est une très bonne question, parce que c'est vraiment un axe
qui nous paraît important, tout autant que développer l'engagement des TPE-PME, c'est aussi développer l'engagement des agents publics et développer aussi l'engagement des startups, pour parler de la French Tech, et qui s'engagent d'ailleurs à nos côtés cette année pour développer justement cet engagement aussi auprès de cette cible-là. Super. Une autre question, Valentine? Merci beaucoup, Claire. Oui, alors peut-être plus pour Monsieur Patard. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a impacté votre engagement? Et plus généralement, est-ce que vous pensez que les TPE, PME sont plus enclines à s'engager depuis cette crise ou pas? Alors, impacté, je dirais que non, ça n'a pas impacté l'engagement, il existait déjà avant. Je ne l'ai pas forcément évoqué, mais moi, j'ai accompagné quelques entreprises dans les dernières années sur la mise en place d'une politique RSE, alors que c'est des TPE-PME, elles étaient déjà dans cette dynamique-là bien avant Covid. Donc non, ça n'a pas impacté négativement en tout cas. Par contre, ça a peut-être boosté un peu plus leur volonté de se dire, oui, il y a une prise de conscience de leurs collaborateurs, il y a une prise de conscience de leurs parties prenantes qui fait que leur engagement va être un peu plus visible et un peu plus collectif. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus uniquement quelque chose qui est dans l'esprit du dirigeant, c'est quelque chose qui est au sein de l'entreprise, parce qu'ils en parlent, parce que le Covid a mis en exergue en fait certains aspects que les collaborateurs sur lesquels les collaborateurs ont pris conscience, notamment l'impact environnemental, etc. Le local, le consommer local, enfin tous ces éléments qui font partie des leviers en fait qui poussent les dirigeants à s'engager de manière territoriale. Donc ça a plutôt eu tendance à renforcer. En tout cas, une volonté. Voilà. Merci beaucoup, Tom Patard. Peut-être encore une question, c'est de savoir pour vous tous, messieurs, quels sont les freins, d'après vous, qui persistent pour qu'un entrepreneur se lance dans des actions de mécénat aujourd'hui? Peut-être Tom Patard, si vous voulez commencer. En fait, je vais me répéter un petit peu parce que ça reste pour moi l'élément, le frein principal, c'est la méconnaissance un petit peu réglementaire. On l'a évoqué dans le baromètre, vous le dites vous-même, en tout cas sur la cible que j'accompagne aujourd'hui, il y a une méconnaissance réglementaire qui est importante. Et puis, un manque peut-être de structuration où ils ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils n'ont pas la force de frappe des grands groupes, ils n'ont pas forcément les interlocuteurs au sein de l'entreprise qui sont capables de porter les actions de mécénat en tant que telles. Donc, ils ont besoin d'aide, tout simplement, d'être accompagnés. On parle depuis tout à l'heure de mécénat de compétences, c'est quelque chose sur lequel on aimerait énormément voir s'intégrer les TPE-PME, mais forcément avec un effectif moins important que les grandes entreprises, c'est plus délicat pour eux. Mais en tout cas, on a vraiment espoir de pouvoir mettre ça en place. Je suis persuadé qu'il y a une vraie volonté des TPE-PME pour le faire aussi. Donc le frein, c'est vraiment être accompagné, être structuré et avoir connaissance de ce qui existe. Valentine, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être Oui, peut-être une question plutôt pour Julie, Katia et Claire, si vous pouvez nous apporter quelques éclaircissements. Si vous connaissez des entreprises qui développent en particulier un axe responsabilité éducative pour encourager les relations avec le système éducatif vers la construction de projets professionnels des jeunes. Moi, là, non. Enfin, ce qui me concerne, moi, là, non, j'en ai pas qui me viennent en tête. Moi, je me permets, il y a pas mal d'exemples. Moi, je suis basée donc en Picardie, ex-Picardie, et je vois pas mal de relations s'opérer entre des acteurs industriels qui développent des programmes de formation avec des centres de formation spécialisés, avec comme des idées finalement de chaires professionnelles. Donc voilà, c'est des choses qui sont encore assez méconnues en construction, mais en tout cas, il existe de nombreuses initiatives similaires sur le territoire je pense aussi notamment à des initiatives comme le Crépi, qui est un club d'entreprise qui met beaucoup d'énergie à développer l'insertion des personnes éloignées de l'emploi par des actions de sensibilisation et de formation, mais plutôt au savoir-être en entreprise. Je laisse la parole à Claire qui voulait intervenir. Oui, j'ai en tête notamment la SNCF qui ont réorienté leur fondation sur l'accompagnement justement des jeunes dans leur parcours professionnel, notamment sur l'insertion sociale et professionnelle. Donc je pense à eux. Et plus concrètement, sur le territoire, je pense à un dernier échange que j'ai eu plutôt avec une structure finalité sociale qui s'appelle EPIC,
qui œuvre du coup, qui va ouvrir à Roubaix une école de production de confection textile. Et donc, autour de cette école de production qui permet de réinsérer des jeunes, on va dire, sortis du système, si on peut dire ça comme ça, de pouvoir les réinsérer par une activité professionnelle qui se réinvente sur le territoire. Et donc, il y a énormément d'entreprises textiles qui sont engagées. Enfin, j'étais assez impressionnée du conseil d'administration de Pierre Delannoy qui porte ce projet. Donc, je pense qu'il y a... Et probablement qu'il y en a plein d'autres d'exemples, mais que je n'ai pas nécessairement en tête. Mais voilà, si on cherche, on peut trouver très facilement. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de conclure. Pour vous, Monsieur Farge, on nous demande à quand une fondation de la Somme et à quand une fondation du Sud des Hauts-de-France. Donc voilà, si vous voulez, pour conclure sur une note positive. Je ne sais pas si c'est à moi de répondre. Là, nous sommes engagés dans la Fondation du Nord, comme je disais tout à l'heure, grâce à l'initiative prise par le département du Nord. Et parce que nous sommes implantés avec 2 usines dans le département du Nord. Voilà. Après, dans la Somme, nous avons un réseau commercial, comme partout ailleurs en France, mais on n'a pas d'usine. Donc là, la création d'une fondation territoriale n'est pas entre nos mains. Jean-Michel Lapras, si je peux me permettre de prendre la parole, je pense que c'est vraiment un très très beau modèle qu'il faut dupliquer sur le territoire. On a vu qu'il y avait un potentiel très fort quand même d'expansion du mécénat dans les entreprises dans les Hauts-de-France. On a vu les difficultés, elles ont été très bien décrites, que les entrepreneurs d'entreprises moyennes ont à se lancer là-dessus. Moi, je crois beaucoup à des structures territoriales de proximité. Il faut inventer les circuits courts de la solidarité et de la philanthropie, comme il faut les développer dans d'autres domaines, et on serait ravis d'être acteurs d'un tel mouvement avec la compétence de Philippe et la Fondation du Nord, bien sûr. Voilà, merci. Mais écoutez, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup vraiment à tous les participants qui ont suivi ce webinaire. Merci aussi à tous les intervenants. On a eu des témoignages vraiment très variés et on sent qu'il y a un très fort engagement sur votre région. Donc, évidemment, continuez. On espère que ça a donné des envies aussi à d'autres personnes qui nous écoutent de se lancer. J'espère que vous êtes aussi convaincus que nous que le mécénat, c'est évidemment un outil utile. On a vu que pour donner du sens aux actions de l'entreprise, c'est aussi un outil qui est accessible à tout type d'entreprise, même les petites. Voilà, un don de 500 000 euros, ce n'est pas inutile, c'est déjà ça le mécénat. Et puis, on a vu qu'au-delà du mécénat, il y a toute plein d'autres façons de s'engager pour l'intérêt général, comme nous l'a montré l'entreprise Coptalis. Donc voilà, sachez que nous, Admical, on reste mobilisés avec Katia et Julie, qui sont vos interlocutrices sur la région. Et puis pour ceux qui veulent se lancer, alors sachez que pour les associations, il y a des formations qu'Admical propose, une formation mécénat de mode d'emploi pour ceux qui voudraient découvrir le mécénat. Et puis, on a parlé aussi beaucoup d'engagement à plusieurs, d'engagement collectif. Sachez qu'Admical se lance dans la création d'un incubateur de projets de mécénat collectif dans les territoires parce qu'on y croit beaucoup, on sent qu'il y a des envies et qu'il y a en effet un manque d'accompagnement et d'ingénierie. Donc, on serait tout à fait ravis de vous aider à construire des projets de mécénat collectif ou même des projets de mécénat individuel sur vos territoires. Donc, on peut évidemment rester en contact pour faire vivre ces projets. Voilà, encore merci à Julie et à Katia pour votre engagement sur cette région. Et puis, à très bientôt. On espère pouvoir organiser des nouveaux événements en physique, peut-être au second semestre. Et voilà, merci encore à tous et très bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous, au revoir.